et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouvel épisode débrief et un dernier épisode débrief pour cette saison 2023-2024. On va parler du match 4 des finales de Betclic entre Paris et Monaco. Eh bien, vous le savez forcément déjà avant même d'avoir lancé cet épisode, Monaco a largement remporté cette partie significative d'un nouveau titre de champion de France pour la Roca Team, qu'il a emporté 115-76, une gifle pour le Paris Basketball à la maison pour le dernier match donc, de ces playoffs. Paris ne sera pas champion, Paris restera sur 2 titres, ce qui est énorme déjà pour l'exercice 2023-2024. On va revenir un petit peu sur ce match et globalement même sur la série avec mon deuxième chroniqueur qui est avec moi, et c'est Théo. Salut Théo. Hello. On va se lancer assez rapidement, on va pas vous mentir, le match s'est terminé il y a 10 minutes, et on voulait un petit peu le faire rapidement ce podcast parce que l'ambiance n'est pas non plus folle, on va pas se mentir. On va parler, je pense, du plus gros point noir qui peut-être a tué l'équipe dès le lancement de cette partie. C'est le choix un peu surprenant de Thomas Isalo. Alors, quand on l'a su peut-être une heure avant le match, toi et moi, Théo, on en a parlé. Je crois que tous les deux, on était plus ou moins d'accord pour dire que c'était une pièce en l'air jetée par Thomas Isalo, peut-être au pire moment de la saison. Euh, est-ce- comment t'interprètes là ce choix donc de mettre Leon Kratzer en tribune, de remettre Colin Malcolm qui revient de blessure, ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas joué, euh, donc remettre Colin Malcolm sur le terrain titulaire directement. Parlons un peu là de ce choix qui visiblement a été une catastrophe en tout point sur le terrain ce mercredi. Le choix de mettre, Colin Malcolm, ça a pas été, une si mauvaise idée au final parce que, il a été bon, même si c'est difficile de dire qu'un joueur a été bon quand on voit le résultat final, ce soir. Mais ça a été, c'était pas le pire, hein. Maintenant, c'est vrai que nous, on en a parlé, entre nous avant le match, comme tu l'as dit, quand on a vu que Leon Kratzer était out, on s'est posé des questions. C'est vrai que c'était un pari dans tous les cas, c'était un pari. Hem, il y avait quelque chose à tenter. On en parlait, lors des derniers débriefs, voilà, qu'il fallait tenter des choses. C'est pas un pari qui a fonctionné, ce soir parce qu'au final, ta raquette a été totalement dépeuplée. Enfin, tu te privais d'un joueur qui a joué toute la saison. Il a loupé aucun match cette saison en tant que titulaire, Leon Kratzer, quand même. Le seul qu'il a loupé, c'est en coupe de France face à Lille et on peut même pas parler d'un match au final parce que enfin, le coach avait littéralement envoyé, une plâtrée d'espoir et avait fait jouer seulement, 3 joueurs, de l'effectif pro, si je dis pas de bêtises, donc je le compte même pas dedans au final. Il a joué tous les matchs. C'est quelqu'un d'important dans ce système-là. C'est lui qui vient porter des écrans en attaque, c'est lui qui qui fait jouer l'intérieur vers l'extérieur aussi en attaque et en défense, bah, c'est ton rempart. Même s'il faut le dire quand même, en play-off, il a eu des play-offs, très, très compliqués quand même, faut le dire. Ces play-offs sont loin d'être réussis. Je pense pas que le mettre, enfin l'avoir mis, sur la feuille de match aurait changé, le résultat final quand tu vois le match de Monaco, mais tu aurais pu, avoir, un écart un peu moindre. Maintenant, c'est un choix, il fallait le tenter. Ça a pas réussi, c'est pas c'est on n'en tiendra pas compte malheureusement et il y a enfin, est-ce que c'était vraiment un utile? Je pense pas que ça soit un choix très, très utile. Ouais, moi te compléter et rejoindre un peu tout ton propos. Moi je regarde un peu les stats, tu regardes Mohamedou Jaïté qui est donc le pivot en face, c'est lui qui a le meilleur plus-minus de Monaco sur la rencontre. Il a plus 40 de plus-minus en 26 minutes de jeu. Euh, c'est la preuve qu'il n'a pas eu d'adversité dans la raquette. Et en fait, je trouve le choix un peu surprenant, euh, sauf si, en tout cas, c'est pas ce qu'on a su et ce qu'on ne sait pas encore au moment où on fait le podcast, mais sauf si Lyon était vraiment incapable de jouer, ça change tout. Mais là, comment dire, dans cette série, t'as eu quand même de grosses difficultés pour défendre à l'intérieur.
Il y a quand même un gros match de Petr Corneli, je crois que c'est le match 2, par exemple. Je trouve que c'était vraiment suicidaire, perso, d'y aller que avec des ailiers à l'intérieur. Encore plus que moi, c'est ça qui me gêne vraiment le plus, parce que tu peux choisir d'y aller sans pivot, très bien. Sauf que de toutes les playoffs, Thomas Cisalo a fait par exemple très peu confiance à Bandassi, et c'est Bandassi qui entre dans le 5. Donc déjà, alors qu'il a eu très peu de minutes sur les playoffs, et en plus il rentre pas sur son poste. Bah oui, forcément que ça peut que mal se passer sur ce genre de pari-là, bah parce qu'il n'est pas en rythme, et qu'il va affronter des physiques qui sont plus longs, plus lourds, plus forts que lui. Donc c'est très difficile pour lui en défense de faire le boulot. Et bah s'il n'est pas dedans en attaque, ce qui était le cas ce soir, bah clairement tu étais perdant. Et tout le long du match, on a eu l'impression que Thomas Zalo s'est un peu entêté dans ce choix de, de jouer sans pivot, parce que Enzo Charvin ne rentre qu'en toute fin de match. Michael Kessen joue très peu également. Il joue 16 minutes. Euh, mais il a tenté quelque chose qui s'est trop vite retourné contre lui, hein, parce que alors il n'y a pas que, y a pas que le problème de pivot, mais tu te retrouves Monaco a fait un match exceptionnel, une des performances les plus incroyables que moi j'ai vu cette saison. On l'a vu ce soir. Et bah, il démarre avec un 19-0, mais au moment où il y a 19-0 en 3 minutes, tu sais déjà que la finale est pliée, quoi. Donc c'est pas forcément que le match ce choix-là, mais je trouve qu'il est très symptomatique un peu de comment Thomas a un peu géré cette finale, et même les playoffs de manière générale, même s'il y a pas mort d'homme sur ce match, mais là tu tentes un truc qui n'a pas lieu d'être. Euh, je- Quand on en parlait toi et moi off, moi je les compare au 3-5-2 de Laurent Blanc en 2016 contre Manchester City. Ça ressemblait vraiment, pour moi ça ressemblait vraiment à ce coup de poker que t'as jamais tenté, et que, C'est un panic move, ouais voilà, c'est comme tu l'as dit, on l'a pas vu très assuré. Franchement, je crois que c'est contre Cholet où toi tu étais en bord terrain, si je dis pas de bêtises, et tu nous as mm, dit, je le vois très stressé, et c'est vrai que de plus en plus on l'a ressenti au fur et à mesure des playoffs. Et c'est normal, hein, mais c'est vrai que nous, on n'avait pas l'habitude de voir ce coach un petit peu, entre guillemets, paniquer. C'est vrai qu'il est sorti un peu plus de ses gonds qu'habituellement. Après, c'est vrai que sur les playoffs, c'est un autre monde, hein. Ça a du bon comme du moins bon, hein. Mais c'est vrai que là, ça ressemble vraiment à un panic move qui était finalement pas utile et qui vient un petit peu entacher ta fin de saison, même si dans les têtes, hein, nous, on va pas en tenir compte, entre guillemets, hein. C'est juste dommage de terminer comme ça. On aurait préféré que ça se termine un peu mieux. Mais comme on l'a dit, comme tu l'as dit en intro, ta saison reste exceptionnelle. Donc dans tous les cas, on s'en fiche un petit peu, quoi. voilà la saison reste exceptionnelle. Euh, Théo, est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de mieux à espérer sur cette finale? Je parle du match 4, peut-être même un peu globalement sur la série. Euh, Moi, j'ai pas vu le match 3, mais j'ai l'impression vraiment que la victoire à Monaco de Paris a complètement fait disjoncter dans le bon sens la Roca Team pour qu'elle revienne très sérieusement à Paris pour arracher la série. Euh, Est-ce que pour toi il y avait mieux à faire, ou bah t'es tombé vraiment contre plus fort? Moi c'est la sensation que j'ai ce soir quand j'ai vu le match 4. Euh, je l'ai pas cité, mais c'est la plus large victoire de l'histoire sur une finale LNB. Et c'est le plus grand nombre de points marqués sur une finale LNB aussi, avec 115. Et c'est 39 points d'écart pour l'écart, le plus large écart de l'histoire. Est-ce qu'il y avait mieux à espérer ce soir déjà, et même globalement sur la série? Ouais, comme tu l'as dit, la victoire de Paris au Game 2, ça a été un tournant parce que cette victoire, elle a littéralement réveillé les égos, les orgueils des Monégasques. Ils ont été piqués au vif et en fait, au final, après ton match 2, t'as joué 2 matchs, donc 80 minutes. Paris n'a dominé à aucun moment. Peut-être, allez, les 2-3 premières minutes, du game 3 où Paris est plutôt dans son match et reste plutôt accroché, mais sur ces 80 minutes, Monaco a montré que c'était une équipe, d'Euroleague. C'est vraiment, moi, c'est ce que je retiens, c'est que Paris a piqué au vif ses joueurs et que quand Monaco joue, on le savait, mais c'est une sorte d'officialisation en plus.
quand Monaco joue comme ça, Monaco est inarrêtable. C'est une des meilleures équipes d'Europe. C'est vrai qu'il y a des moments dans la saison où des gens ont pu en douter. Les résultats, sont décevants par les attentes qu'ils avaient, en Europe, mais ça reste l'une des équipes européennes les plus impressionnantes et ils l'ont montré ce soir, ils l'ont montré au game 3. Les 2 premiers matchs n'avaient pas été maîtrisés de leur côté. Si tu parles de est-ce qu'on pourrait vraiment, espérer mieux? Moi, je pense que vraiment à partir du moment où ils ont encaissé cette défaite, ils se sont dit: «OK, faut terminer». Donc gagner au game 1, ça aurait peut-être pas changé le problème. T'aurais peut-être perdu les 3 matchs, suivants au final, donc le résultat aurait pu être le même. Hem, Moi, je considère que et on en parlera plus tard et je sais que le club, travaille bien là-dessus, donc il s'en doute aussi, mais il y a une sorte d'officialisation côté Paris aussi, c'est que, hem, pour jouer l'Euroleague, on va pas jouer l'Euroleague pour jouer l'Euroleague et finir dernier du classement. Paris veut être compétitif, alors on ne sait pas à quel niveau parce qu'on ne sait pas quels joueurs vont arriver, quels sont les chantiers de l'été, qui va rester et cetera. Mais cette série-là, c'est une fin de saison qui te dit: «OK, il faut vraiment qu'on s'améliore sur énormément de points» et c'est vrai que, ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais il y a énormément de gens avec qui on discutait et qui se disaient: «Bah, voilà, on a une base, très, très solide». Au fur et à mesure de la saison, tu te dis, voilà, ta base, elle est très solide. Tu es champion d'Europe, en Eurocup, tu vas peut-être aller en Euroleague. Tu une base solide et il faut construire autour. Plus le temps est passé et plus les playoffs sont passés et au final, tu te dis, il y a des joueurs, moi, j'en parlais avec Antoine il y a quelques jours où je lui disais, moi avant le début des playoffs par exemple, Leon Kratzer, je le gardais tous les jours pour l'année prochaine. Maintenant, peu nombreux sont les gens qui se disent, «Kratzer, on va le garder». Il y a plein de joueurs comme ça donc c'est nous, on n'est pas du staff sportif du club, hein, mais je pense qu'ils en sont conscients, hein, ça ils travaillent très bien de toute façon, ils l'ont montré cette année, hein, avec la saison qu'on fait. Mais voilà, une année de gros chantiers encore et moi, c'est l'enseignement que j'en retire. Voilà, je me dis que, heu, faut être humain quand même, et se dire que la saison a été grandiose et que, on a vécu une histoire folle avec ces joueurs-là. Donc j'en veux absolument pas aux joueurs et cetera. Je pense qu'il faut être honnête, hein, faut pas leur en vouloir. Mais comme je le disais tout à l'heure, espérer mieux et bien sûr qu'on pouvait espérer mieux. C'est quand même dommage d'aller jusqu'en finale pour voilà, pendant les 80 dernières minutes se faire, exploser, hein. Moi, j'ai pas d'autres mots, hein. Quand tu prends +29 et +39, c'est quand même très compliqué sur les 2 derniers matchs. Mais, voilà, moi, personnellement, je parle en mon nom, mais je leur en tiendrai pas compte parce que, voilà, on a vécu des grandes choses cette saison. Ouais, moi je vais compléter sur la domination de Monaco parce qu'en réalité, ce que là, enfin, tu parles d'une équipe qui est de niveau Euroleague plus plus. En fait, là, sur la série, tu sens qu'ils ont quand même été piqués assez largement par tout ce qui s'est un peu dit toute la saison de Paris, c'est l'équipe surprise. Ils sont au niveau de Monaco. Monaco est moins bien cette année, etc. Ce qui était factuellement vrai, en tout cas pour le niveau de la Roca Team. Je trouve que là, sur les playoffs, sur la finale, les 3 victoires de Monaco sont très larges victoires où ils ont voulu montrer, ils ont voulu envoyer un message en montrant vraiment ce qu'était le niveau Euroleague et ce que Paris doit encore faire pour atteindre ce niveau-là. Euh, c'est très très bien pour moi personnellement que je trouve que Paris ait pris un match, encore plus à l'extérieur, parce que tu montres que tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour rien. Tu as eu ta réaction d'orgueil nécessaire sur le match 2, avec un match qui te restera en mémoire, voilà, même si tu perds cette finale, tu repars pas de, tu repars pas de ces quelques jours de fin de saison sans rien. En tout cas, moi, c'est ce que je le vois comme ça. Mais comme tu le dis, il y a du coup beaucoup de travail derrière pour, pour t'améliorer. Euh, il y a peut-être
aussi finalement en fait le run de fin de saison. On a vu Paris peut-être pas loin de craquer contre Cholet, pas loin de craquer contre Lasvel. Quand tu as déjà donné beaucoup d'énergie et que tu arrives contre Monaco qui veut ta peau, hein, parce que tu les as battus en Leaders Cup et depuis, je pense qu'ils n'attendaient que ça, en plus du fait qu'ils soient fait sortir juste avant le Final Four en Euroleague, en match 5 à la maison. Donc ils avaient vraiment je pense, accumulé la frustration et, euh, et cette finale a été une espèce de libération, je pense, pour Monaco. On voit Mike James qui passait complètement à côté des playoffs. Bah, c'est peut-être le meilleur joueur de la série au final, parce qu'il te donne le match 1 et il te donne le match 4. Enfin, il te donne. Il fait en tout cas un début de match sur le match 4 qui est incroyable. Je crois qu'il a 18 points à la mi-temps. Il est vraiment très très fort. Et globalement, euh, tu vois qu'ils ont voulu envoyer un message pour dire bon les gars, il y a quand même une classe d'écart. Vous nous avez battu une fois cette année. On les a battus 2 fois du coup, une fois en Leaders Cup, une fois en finale. Mais le reste du temps, que ce soit en championnat et en finale, là on a perdu 5 fois, 5 défaites, 2 victoires. Le bilan reste quand même assez largement en faveur de Monaco. Ouais, moi je suis plutôt d'accord, on a vraiment rivalisé avec eux. Comme tu l'as dit, tu gagnes tu les élimines de Leaders Cup. Tu as un petit peu montré les prémices de voilà, t'as été grand quand même sur ce match de Leaders Cup. T'as rivalisé, comme tu l'as dit, en playoff sur les deux premiers matchs, même si bon, le premier, Monaco s'en défait un petit peu plus facilement, mais Ouais, le premier est quand même un peu trompeur sur le score, oui, parce qu'il y a voilà, vraiment beaucoup d'écart. c'était compliqué comme match quand même. On en parlait, voilà. Le deuxième match, tu t'imposes. Euh, Si on tire un enseignement, comme tu le disais, on a joué quand même pas mal de fois contre Monaco cette saison. Il y a pas énormément d'équipes qui ont battu Monaco et qui, je vais pas dire avaient mis la manière, parce qu'au Game 2, je sais pas si. Bon, ah, si au final, en y repensant, c'est vrai que même Paris, les deux matchs où ils se sont imposés, donc en Leaders Cup et au Game 2 des finales, c'est vrai que Paris avait montré quelque chose, un aspect vraiment très conquérant. Et c'est tout l'aspect de cette équipe qui fait qu'on a fait une saison grandiose. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, ils avaient à cœur de mettre un coup d'accélérateur et on sait enfin, ils sont pas satisfaits de leur saison. On a vu Motier Younas le dire ce matin à Bibasket, si je dis pas de bêtises, j'ai lu que voilà, la saison de Monaco était pas réussie, même s'ils s'imposaient ce soir. Ils l'ont fait et voilà, ils ont pris le titre, mais ça reste une saison décevante pour eux de leur aspect. Moi, je ne parle pas en leur nom, hein. Mais voilà, Paris, comme tu l'as dit, a des motifs d'espoir pour la suite, d'avoir pris un match voilà, en play-off, de les avoir éliminés en Leaders Cup, d'avoir rivalisé quand même avec une équipe d'Euroleague qui était prétendante au top 4, au Final Four. Donc l'avenir est grandiose côté parisien et il va falloir vraiment scruter un petit peu cet été où il y a vraiment pas mal de chantiers. Mais voilà, c'est juste la fin d'une saison historique et voilà. La fin d'une saison historique avec quand même des belles images à la fin. Où on a vu quand même le public faire union avec son équipe. C'est-à-dire que, bon, il y a certes cette énorme défaite, le titre pour Monaco qui va fêter le titre dans ta salle. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction un peu du public et du coup même de l'équipe parce que ça part aussi de là, de pas avoir lâché. Il y a eu moins 40 à un moment dans le match. Euh, Paris pas lâché, euh, n'a pas lâché le truc et aurait pu en prendre. Il y avait la place pour qu'ils en prennent 50, 55, 60. Franchement, vu le niveau de Monaco et vu ce que Paris pouvait proposer ce soir, il y avait tellement deux, trois mondes d'écart que ça aurait pu monter très haut, mais j'ai bien aimé la réaction de Paris. Et donc de cette communion avec le public qui n'a pas lâché son équipe, qui l'a applaudi alors que t'as pris faut dire ce qu'il y a, une branlée. Et, euh, et d'avoir des images où t'as TJ Shorts, qui est quand même MVP du championnat cette année, qui va applaudir qui vont passer un joli dernier moment avec leurs supporters. Gauthier Denis aussi, qui était en pleurs, qui a probablement joué ses dernières minutes avec le club parisien ce soir, euh, après 6 ans passés au club. Il y a des belles images à retenir quand même de cette finale. Moi, j'aurais vraiment ce match 2 en tête très très longtemps dans les émotions qu'a pu procurer cette finale. Vraiment,
Ouais, alors, bah, du coup, Monaco a été capable de redresser la barre et de montrer qui était le patron. Mais après le match 2, je sais pas si tu l'avais peut-être comme moi cette sensation, mais moi j'avais l'impression que Paris allait prendre le titre en fait, quand il y a le match 2 qui se termine. Bah, moi j'en avais parlé de la réaction vraiment de Monaco, où je me disais, c'est et on le disait après leur élimination au Final Four, soit ça passe, soit ça casse. Ça peut tout à fait s'écrouler, après ce qu'ils ont vécu, la déception et cetera, ou alors aller en mission, partir en mission et aller jusqu'au titre. C'est la sensation que j'avais, où vraiment, même après cette victoire au game 2, tout pouvait encore arriver, mais c'est vrai que moi, je me disais, même dans les attitudes de Monaco, il y avait vraiment énormément de frustration, et on se disait: «OK, il y a de belles choses pour espérer pour que Paris aille chercher au minimum un match en revenant à Paris et même puisse s'imposer, enfin au aller jusqu'au titre comme tu le disais». Je pense que j'étais quand même moins confiant que toi, mais je comprends tout à fait, et moi aussi j'ai eu ce petit flash de me dire: «OK, Paris est en posture, on va pas dire favorable, mais c'est vrai que quand tu as repris l'avantage, du terrain, tu te disais quand même: «OK, il y a tu as des belles choses quand même pour construire la suite et la fin de ta série», donc il y a des beaux motifs d'espoir, mais c'est vrai que moi je comprends un petit peu cet aspect, on aurait pu aller jusqu'au titre et cetera, et c'est vrai que dans tous les cas, moi ce que je retiens de toute la saison et de particulièrement de cette série, c'est qu'on aura vibré dans tous les cas. Même si au final, les 2 derniers matchs, il y a pas énormément de moments où tu es heureux de voir ton équipe comme ça se faire dominer, il y a pas d'autre mot, hein, mais franchement, on a vibré toute la saison, et cette série n'a pas échappé à la règle, donc c'est tout ce que je retiens, moi. Ouais, bah écoute, je pense pas avoir beaucoup de choses à rajouter. C'est plutôt complet l'idée d'avoir une équipe qui s'est battue jusqu'au bout et qui a fait vibrer jusqu'au bout les supporters. Et très honnêtement, que ce soit sur les réseaux sociaux, on voit passer tous les tweets, tous les messages euh, des gens qui ont suivi la saison du Paris Basketball. Tout le monde a la même réaction. Et il y a pas de, il y a un peu de déception forcément, mais il n'y a aucune frustration après une telle finale. Euh, le fait d'aller chercher 2 titres et une finale alors que bah tu n'as pas fait les playoffs l'année dernière, que tu venais de créer une équipe et un projet totalement différent, même si des joueurs se connaissaient, le coach connaissait les joueurs qu'il avait amenés. Euh, c'est formidable. Et, euh, et le fait d'être arrivé en finale de Betclic Elite, il faut pas forcément le banaliser non plus. Je sais qu'on l'a pas forcément beaucoup mis en valeur là nous sur ces playoffs là, mais Paris est allé en finale de Betclic Elite, c'est réservé à très peu d'équipes et enfin il y a de moins en moins d'équipes qui ont le potentiel pour arriver en finale. Encore plus d'avoir un match, une victoire, encore plus de peut-être de s'imaginer remporter le titre comme ça l'a été peut-être pour Paris à un moment dans cette série. Moi, je trouve vraiment qu'il faut pas banaliser forcément cette performance de fin de saison et globalement de saison. Bah, c'est une saison historique. C'est Paris est l'équipe qui a remporté le plus de titres en France cette année. Je trouve que ça fait beaucoup de points positifs. Alors, on reviendra plus en détail sur la saison dans un autre épisode, mais voilà, le fait d'être allé en finale, c'est pas un exploit parce que vu la saison que tu fais, c'était un objectif, mais c'était quelque chose qu'on n'attendait pas forcément en tout début de saison quand on a vu l'équipe débuter. Et c'est une formidable ponctuation de tout ce que tu as fait pour arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire une équipe qui est entrée dans sa nouvelle salle, qui va jouer l'Euroleague dans quelques mois, et qui regarde Monaco dans les yeux, même si Monaco est quand même beaucoup plus fort encore. Ouais, comme on ne cesse de le répéter, mais c'est vrai que ta saison, comme tu l'as dit, il y a plein de choses, on a vécu des émotions, moi je me revois avec Antoine, célébrer le titre, à Bourg-en-Bresse, au game 2 d'Eurocup, où vraiment on se dit: «Putain, on vit des choses folles avec ce club». Comme tu l'as dit, l'entrée à l'Arena, tu as la confirmation de l'Euroleague, alors on attend plus d'informations et ça devrait pas tarder, mais vraiment moi je suis très confiant comme tu l'as dit, oui, pour la suite, et vraiment moi je retiens de cette équipe, vraiment la communion et l'identité qu'ils ont voulu créer. C'est vrai que, moi j'ai eu la chance de parler, avec,
avec coach Thomas en début de saison. Il m'avait vraiment parlé de rassembler vraiment le peuple parisien, hein, c'est ces mots, rassembler le peuple parisien avec une identité. Et vraiment, moi, j'ai l'impression que de plus en plus, en me rendant à l'Arena, les gens se rendent compte de cette identité et de l'importance que les gens ont pour cette équipe. On a vu énormément de fois cette saison, les joueurs demander l'appui des supporters, du COP, etc. Que ce soit sur le terrain après des grosses actions ou des moments où ils en avaient besoin, ou alors sur les réseaux sociaux, etc. Moi, c'est ce que je retiens et je pense que ce groupe, il faut le compléter, il faut pas le déstructurer. Maintenant, il y a des joueurs qui peuvent prétendre à d'autres choses que Paris, de choses meilleures, faut pas se mentir, hein. Il y a des joueurs qui vont avoir des contacts et c'est déjà le cas, hein, notamment pour Tyson Ward, on en avait parlé. Mais moi, je pense que, comme je ne cesse de le répéter, l'avenir est radieux et qu'on sera toujours rangé derrière ces joueurs, derrière ce club et derrière et encore plus quand tu vois les joueurs et le coach qu'on a, vraiment, tu ne peux pas ne pas être à fond derrière et ne pas cesser de comprendre comment ils s'entraînent pour aller vers le chemin de la victoire. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a impressionné tout au long de la saison. Je pense qu'on va finir gentiment sur ces mots un peu motivants sur ce que Thomas pense de cette équipe et sur ce que les supporters parisiens commencent à voir en ce club-là qui va fêter seulement ses 6 ans d'existence là dans quelques semaines, dans un mois tout pile d'ailleurs. Preuve aussi de la performance hein, d'avoir un club qui s'est développé à vitesse grand V avec un peu de moyens, on va pas se mentir, mais qui l'a bien fait en cochant beaucoup d'étapes très rapidement. Bref, on s'égare un petit peu. On vous a donc parlé de cette finale de Betclic Elite perdue par le Paris Basketball contre Monaco. Nous, on va se dire à très vite parce qu'on va vous faire des bilans de la saison en podcast comme on avait l'habitude de le faire depuis quelques années maintenant. Il y aura du bilan individuel, il y aura du bilan collectif. On va vous faire plusieurs épisodes pour que on revienne en détail sur l'année qui vient de s'écouler pour Paris. Longue année hein, parce qu'elle elle a commencé à la mi-septembre avec un, deux ou trois matchs par semaine depuis le mois de septembre. Donc il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur la saison parisienne 2023-2024. Merci Théo de m'avoir accompagné sur ce dernier débrief de la saison. Et on se dit donc à très bientôt pour les derniers épisodes de l'année, tout simplement, pour parler de la saison parisienne exceptionnelle que l'on vient de vivre. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Salut.